Parfois, le plus lourd fardeau n'est pas ce que l'on porte dans ses bras, mais ce que l'on traîne depuis longtemps dans son passé. Avant que nous ne commencions l'histoire, indiquez en commentaire d'où vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Ce matin gris de mars, le terminal C de l'aéroport international de Red Hollow dans l'Ohio bourdonnait avec encore plus d'intensité que d'ordinaire. Entre les annonces étouffées diffusées par les haut-parleurs et le crissement des roues de valises sur le sol impeccable, on ressentait une fébrilité, un quelque chose qui ne laissait présager rien de bon. Dans cette ambiance tendue, l'agent de sécurité aéroportuaire Thatcher Malune, vétéran aguerri, parcourait la foule du regard, toujours sur le qui-vive. À ses côtés se trouvait Bishop, un Malinois belge au flair presque surnaturel, réputé pour son esprit inlassable et sa perspicacité à toute épreuve. Depuis 7 ans, Thatcher avait appris à se fier aux instincts de ce chien, plus qu'à ceux de n'importe quel coéquipier humain. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Il percevait une légère tension, un changement dans la posture de Bishop, comme si un détail imperceptible l'inquiétait. C'est alors qu'elle apparut, une grande femme blonde se frayant difficilement un chemin à travers la foule. Elle avançait à pas lents, 2 sacs en papier dans les mains. Son ventre arrondi, à peine dissimulé par un chemisier blanc sous un manteau bleu marine, laissait deviner qu'elle était sur le point d'accoucher. Son nom était Marlo Ashford et chaque détail chez elle semblait calculé, de ses lunettes de soleil démesurées, bien trop sombres pour un espace intérieur, à ses chaussures plates choisies pour le confort, en passant par l'impassibilité apparente de son visage. C'était un calme étrange, presque artificiel, dans ce lieu rempli de larmes d'adieu et de cris de retrouvailles. Mais la seconde où Bishop remarqua sa présence, tout bascula. Le chien se figea, se mit à grogner avant de se mettre à aboyer d'une voix sèche, retentissante, presque frénétique. Ce n'était pas un aboi de menace ou de pure agressivité, mais plutôt un signal d'alarme. Les aboiements claquaient dans l'air insistant, sentant la tension monter d'un cran. Thatcher raffermit sa poigne sur la laisse en tentant de calmer Bishop, dont le dos était désormais voûté, les muscles tendus à l'extrême. Jamais le chien n'avait réagi de la sorte, surtout pas en présence d'une femme enceinte. Marlo, elle, ne broncha pas. Elle continua même à avancer de 2 pas, comme si elle ne craignait pas les aboiements du Malinois. Pourtant, derrière ses lunettes opaques, il y avait dans son regard une émotion indescriptible. Pas de la peur, ni de l'incompréhension, mais quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Comme si elle identifiait la raison exacte pour laquelle Bishop réagissait. « Madame, j'ai besoin que vous vous arrêtiez », lança Thatcher, la voix ferme mais courtoise. Marlo hésita. Elle prit 2 pas de plus, puis s'écroula au sol. Le bruit sourd de sa chute résonna dans toute la zone d'embarquement comme un coup de tonnerre. Les sacs de papier se renversèrent, libérant pêle-mêle des feuillets, de petits flacons, une enveloppe scellée et un ours en peluche minuscule, le tout éparpillé sur le carrelage glacé. Les voyageurs figés autour d'elle semblèrent ne plus respirer. Le temps suspendit son vol comme si la scène se jouait au ralenti. Thatcher, quant à lui, se précipita auprès de la jeune femme, appelant aussitôt du renfort médical via sa radio. Bishop, pour sa part, s'obstinait à aboyer sans relâche, avec un mélange d'anxiété et d'urgence, comme s'il essayait de prévenir tout le monde d'un danger invisible. Ce fut alors que Thatcher remarqua une enveloppe près de la main de Marlo, froissée et légèrement tachée. Un mot unique, griffonné d'une écriture tremblante et appliquée, attirait son attention. « Sorry ». Un mot qui pouvait signifier bien des choses, un adieu, un aveu, une mise en garde. À cet instant, alors que la sirène des secours se faisait entendre au loin, Thatcher ressentit un pincement au creux de l'estomac. À ses yeux, aucun doute. Cette femme et le secret qu'elle portait n'auraient jamais dû parvenir jusqu'ici. Mais il était déjà trop tard. Certains noms restent enfouis, et ce n'est jamais un hasard. Les voyageurs figés autour d'elle semblèrent ne plus respirer. Le temps suspendit son vol comme si la scène se jouait au ralenti. Thatcher, quant à lui, se précipita auprès de la jeune femme, appelant aussitôt du renfort médical via sa radio. Bishop, pour sa part, s'obstinait à aboyer sans relâche, avec un mélange d'anxiété et d'urgence, comme s'il essayait de prévenir tout le monde d'un danger invisible. Ce fut alors que Thatcher remarqua une enveloppe près de la main de Marlo, froissée et légèrement tachée. Un mot unique, griffonné d'une écriture tremblante et appliquée, attirait son attention. « Sorry ». Un mot qui pouvait signifier bien des choses, un adieu, un aveu, une mise en garde. À cet instant, alors que la sirène des secours se faisait entendre au loin,
Thatcher ressentit un pincement au creux de l'estomac. À ses yeux, aucun doute. Cette femme et le secret qu'elle portait n'auraient jamais dû parvenir jusqu'ici. Mais il était déjà trop tard. Certains noms restent enfouis, et ce n'est jamais un hasard. Les paramédicaux arrivèrent en quelques minutes, mais pour Thatcher, cela sembla durer une éternité. Marlowe gisait inconsciente, la respiration faible, le teint blafard, couché sur un sol trop froid pour accueillir une future mère. Une fine sueur perlait à sa tempe. Finalement, Bishop s'était tu, mais il ne s'éloignait pas. Il s'était assis tout contre Marlowe, oreille basse, le regard rivé sur son visage, comme s'il veillait sur un secret dont lui seul mesurait l'importance. Un des ambulanciers prit le pouls de Marlowe, tandis que Thatcher remarquait que la main gauche de la jeune femme agrippait quelque chose avec acharnement. Un collier, ou plutôt une plaque militaire rayée, usée, portant un nom que Thatcher n'avait pas entendu depuis plus de 2 décennies. Hollis Rear. Le simple fait de lire ce nom le heurta de plein fouet. Des souvenirs pénibles refirent surface. Uniforme poussiéreux, chaleur écrasante, tir retentissant dans un désert à l'autre bout du monde. Hollis représentait plus qu'un nom. Il était un camarade, un frère d'armes, un visage que Thatcher s'était efforcé d'oublier. Cette plaque militaire aurait dû être enterrée avec son propriétaire depuis longtemps. Comment était-elle arrivée entre les doigts d'une inconnue ? Le chien laissa échapper un geignement discret, presque brisé, un son que Thatcher n'avait entendu qu'une seule fois dans sa vie. Le jour où Hollis n'était pas rentré de mission. Une demi-heure plus tard, dans un bureau exigu sous un éclairage blafard, Thatcher fixait l'enveloppe qu'il venait de récupérer. L'écriture sur le devant ne ressemblait pas à celle de Marlowe. Elle était inclinée, pressée, rédigée entièrement en majuscules, comme si son auteur avait dû la tracer dans l'urgence. Une écriture que Thatcher connaissait trop bien, celle d'Hollis. Pourtant, Hollis était décédé, tué au combat, cercueil fermé lors des funérailles, tout cela officiellement consigné. Comment, dès lors, une lettre de lui pouvait-elle atterrir ici, en 2025 ? Thatcher s'assit lourdement sur une chaise en métal, le grincement faisant écho au silence pesant de la salle de repos. Ses mains, prises de tremblement, déchirèrent finalement l'enveloppe. À l'intérieur, une unique page jaunie sur les bords, rédigée dans la même écriture nerveuse et fébrile. « Si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas tenu ma promesse. Certains fantômes ne hantent ces pas. Ils guident. » Thatcher relut cette première phrase, le cœur cognant dans sa poitrine comme s'il essayait de refouler la réalité. Le reste de la lettre, écrit dans un style à mi-chemin entre la confession et l'avertissement, évoquait un épisode dont Hollis n'avait jamais parlé. La rencontre avec une certaine Lena, une traductrice civile, lors d'une mission à Kandahar, et un secret qu'il s'était juré de protéger jusqu'à la mort. La lettre indiquait également qu'elle portait en elle bien plus que son propre passé, et que Hollis lui-même portait autre chose que de simples armes. Oui, Thatcher se souvenait de Lena, pas en détail, mais suffisamment. Une femme discrète, toujours à la marge, ne cherchant jamais la proximité des soldats. Hollis, lui, la regardait d'une façon particulière. Et voilà que, 22 ans plus tard, on retrouvait Marlowe Ashford écroulé dans un aéroport, tenant la plaque militaire d'Hollis et cette fameuse lettre. Tout coïncidait, même si la vérité faisait froid dans le dos. Si Lena était tombée enceinte avant la mort de Hollis, alors Marlowe était possiblement leur fille. « Pourquoi est-elle ici ?» se demanda Thatcher à voix basse. « Pourquoi maintenant ?» Un coup frappé à la porte le sortit de ses pensées. L'officier d'Orient Fay, jeune partenaire de Thatcher, entra avec une expression grave. « Elle s'est réveillée, annonça Dorian. Elle te réclame ?» Le cœur de Thatcher se serra. Lentement, il replia la lettre et la glissa dans sa poche. Un frisson dans le dos qui n'avait rien à voir avec la température ambiante. Dans quel état est-elle ? Stable, un peu confuse. Mais oui, elle a clairement demandé à te voir. Thatcher était persuadé de ne l'avoir jamais croisée avant ce jour. Pourtant, il y avait la réaction de Bishop, l'étrange synchronicité de cette lettre. Il se sentait glissé dans une zone trouble, mélange d'angoisse et de responsabilité. Ils avancèrent dans un couloir fade, éclairé par des néons bourdonnants, chacun de leurs pas résonnant comme un coup de marteau. Le passé que Thatcher croyait enfoui semblait se rouvrir, béant, prêt à déverser ses secrets. Devant la porte vitrée de la chambre, il distingua Marlowe, assise sur le lit. Elle avait l'air plus jeune que dans le hall de l'aéroport, les lèvres sèches, les mains agrippées à la couverture comme s'il s'agissait d'un gilet de sauvetage. Lorsque leurs regards se croisèrent, Thatcher perçut dans ses yeux une étincelle rappelant Hollis. La même forme du regard, le même poids, des non-dits.
Elle murmura quelque chose, mais trop bas pour être entendu, mais en lisant sur ses lèvres, Thatcher put distinguer « Est-ce que vous savez qui je suis ? On peut enterrer un secret pendant des décennies, jusqu'à ce qu'il vous regarde droit dans les yeux. » Lorsqu'il entra dans la pièce, le silence devint oppressant, comme si l'air était trop dense. Marlowe ne parla pas immédiatement. Ses mains, encore serrées autour du drap, révélaient ses jointures blanches. Ses yeux, fixés sur Thatcher, semblaient l'évaluer, le jauger. « Vous le connaissiez, pas vrai ?» demanda-t-elle d'une voix enrouée. Hollis rire. Elle n'ajouta pas « C'était mon père ». C'était implicite, mais Thatcher ne put se résoudre à l'admettre à haute voix. Il laissa passer quelques secondes, une éternité. « J'ai servi avec lui », finit-il par dire. « Nous étions dans la même unité, jusqu'à la dernière mission. » Marlowe acquiesça comme si elle s'y attendait. « Il a écrit à votre sujet, dit-elle, la voix brisée mais sans larmes. Il disait que vous étiez le seul homme en qui il avait confiance, que si un jour il lui arrivait quelque chose, vous sauriez quoi faire. » Un flot de culpabilité submergea Thatcher. Il ne méritait pas une telle confiance, surtout pas après les choix qu'il avait dû faire, et surtout pas après la façon dont Hollis était mort. La jeune femme glissa alors une main sous son oreiller pour en extraire une seconde lettre, usée et froissée, prête à se désintégrer. Il me l'a adressée avant ma naissance. Maman l'a toujours cachée, prétextant que c'était trop dangereux et que ça ne m'apporterait que des ennuis. Je ne l'ai découverte qu'après son décès, il y a quelques semaines. Et depuis, sa voix se brisa. Elle tendit la lettre à Thatcher qui la prit en sentant son poids comme du plomb. Il ne put se résoudre à l'ouvrir tout de suite. Depuis, il m'arrive des choses étranges, des gens me suivent, fouillant mon appartement. Ils n'ont rien volé, mais c'est comme s'ils cherchaient quelque chose de précis. La main de Marlowe se posa sur son ventre, réflexe de protection. Je suis venu ici pour vous trouver et pour comprendre qui il était réellement. Je dois savoir pourquoi quelqu'un s'acharne toujours à récupérer ce qu'il a laissé derrière lui. Thatcher s'assit sur une chaise à côté du lit, la lettre posée sur son genou, comme s'il craignait qu'elle ne s'enflamme au moindre contact. Il y a plein de choses qu'Hollis n'a jamais révélées, même à moi. Mais s'il y a encore des gens prêts à remuer ciel et terre pour les déterrer, c'est que ce secret n'a pas sombré avec lui. Marlowe acquiesça lentement, le regard perdu. Et maintenant, c'est moi qui en hérite, souffla-t-elle. Thatcher ne la détrompa pas. Au fond, il savait de tous deux qu'elle ne parlait pas uniquement de l'enfant à naître. Il y a ce qu'on vole pour protéger le monde, et ce qu'on vole pour protéger une âme. Cette nuit-là, Thatcher demeura seul dans son appartement. La lettre de Marlowe, toujours cachetée, l'attendait sagement sur la table, projetant dans la pénombre un poids presque tangible. La lampe diffusait une lumière jaune terne sur les mots « Pour ma fille, si je ne suis plus là », et chaque syllabe semblait peser une tonne. Bishop, étendu aux pieds de Thatcher, écoutait les bruits avec des oreilles en alerte, même à demi endormi. Le silence, alourdi par la mémoire et le remords, n'avait rien de réconfortant. Au bout d'un long moment, Thatcher se décida enfin à ouvrir la lettre. L'écriture vacillante d'Hollis s'y étalait, comme si le temps avait voulu effacer ses lignes. Lignes d'aveu, d'exhortation, de désespoir. Hollis y mentionnait des dossiers gouvernementaux, des documents cachés et une clé USB subtilisée lors d'une mission de récupération clandestine. Une opération dont aucun rapport officiel ne parlait. Ils nous ont dit que nous avions trouvé des armes, mais ce que j'ai vu n'était pas destiné au champ de bataille. C'était des informations, des noms de personnes, des coordonnées et autre chose. Quelque chose pour lequel on était prêt à tuer. Le ventre de Thatcher se noua. Oui, il se souvenait de cette nuit, où Hollis s'était éclipsé pendant près de 4 heures, revenant maculé de sang et habité d'une peur viscérale, les yeux fous. Hollis n'avait jamais expliqué où il était allé, ni d'où provenait le sang. Il s'était contenté de remettre un sac scellé à un agent de l'Anglais avant de prétendre que tout était classé top secret. Marlowe acquiesça lentement, le regard perdu. « Et maintenant, c'est moi qui en hérite ?» souffla-t-elle. Thatcher ne la détrompa pas. Au fond, ils savaient eux tous deux qu'elle ne parlait pas uniquement de l'enfant à naître. Il y a ce qu'on vole pour protéger le monde, et ce qu'on vole pour protéger une âme. Sauf que désormais, ce sac avait peut-être disparu avant même d'atteindre sa véritable destination. Ou bien était-il bel et bien arrivé? Mais ces mêmes puissances cherchaient toujours à dissimuler son contenu, en faisant taire jusqu'aux descendants d'Hollis. 3 coups secs à la porte arrachèrent Thatcher à ses réflexions. 3 coups assurés, qui ne ressemblaient pas à un hasard. L'évêque dressa les oreilles, grondant à mi-voix. Thatcher se leva, arma son pistolet et entr'ouvrit la porte. Le couloir était désert.
Pourtant, on avait collé une photographie sur le battant, un cliché en noir et blanc, granuleux, montrant Marlowe debout à un arrêt de bus, son ventre rond, bien visible. Au dos de l'image, un court message dactylographié « Tu n'es pas le seul à avoir reçu la lettre ». Le sang de Thatcher se glaça. Il réalisa que ce n'était pas uniquement Marlowe qui se retrouvait exposé. D'autres encore possédèrent sans doute les mêmes révélations, le même héritage, et quiconque savait devait être réduit au silence. Se retournant vers Bishop, il lâcha d'une voix sourde « Prends ton gilet, on y retourne », parce que quoi que Hollis ait pu découvrir, il avait fait de Marlowe la dépositaire d'un secret trop dangereux. Et ceux qui voulaient le récupérer ne reculeraient devant rien. Parfois, on avait déjà prévu votre arrivée avant même que vous ne fassiez vos valises. Quand Thatcher revint à la clinique de l'aéroport, il était plus de minuit. Les longs couloirs semblaient déserts, peuplés uniquement de quelques employés de nuit et d'une équipe de nettoyage qui rangeait le matériel médical. Tout paraissait calme, trop calme. Bishop, sentant l'atmosphère étrange, avançait le museau frémissant, oreilles pointées. Les portes de la section médicale étaient entr'ouvertes. À cette heure-ci, elles auraient dû être verrouillées. Un premier signe d'alarme clignota dans l'esprit de Thatcher. Il pénétra dans la pièce. Les lumières étaient éteintes, pas la moindre trace d'infirmière à l'accueil, et la chambre de Marlowe, vide. La couverture était soigneusement pliée sur la chaise. Un verre d'eau intact posé sur la table de chevet. Un frisson d'angoisse traversa Thatcher. Jamais elle ne serait partie sans prévenir. Pas après leurs échanges de l'après-midi. Il remarqua Bishop occupé à renifler les vents d'aération. Le chien se tendit et grogna, signe qu'une présence récente avait rôdé. Le téléphone de Thatcher vibra. Numéro masqué. Il décrocha. Un silence de 3 secondes, puis une voix masculine, déformée, à la fois posée et menaçante. « Elle est plus en sûreté avec nous qu'avec toi, officier malin. N'interviens pas. Tu as déjà échoué à la protéger, elle et son père ne recommencent pas. » Puis, la ligne coupa. Thatcher resta pétrifié, la main crispée sur son téléphone. Un froid presque surnaturel envahit la pièce. Il savait qui il était. Il connaissait Hollis, connaissait son passé. Cette opération était précise, préparée presque chirurgicale. Les mots de l'inconnu tournaient en boucle dans la tête de Thatcher. « Tu as déjà échoué. » Mais la culpabilité ne tarderait pas à laisser place à la rage. Hollis avait péri. Thatcher ne perdrait pas Marlowe. De retour au QG de la sécurité, Thatcher passa en revue les bandes vidéo de la clinique. Il découvrit la scène à 23h46. 2 hommes habillés en ambulanciers, poussant un brancard sur lequel était allongé Marlowe, inerte, sangles bouclées. Tout semblait réaliste. Ils saluaient de même le personnel de nuit, présentant probablement de faux badges. En moins d'1 minute et demie, ils avaient disparu. Un détail sur la vidéo retint l'attention de Thatcher. Il zooma sur le sac posé sur le brancard. Un écusson à demi effacé laissait deviner le sigle R-I-O-N. Un nom qui réveilla en lui d'amers souvenirs. Rion, une unité clandestine liée à des opérations spéciales qu'il avait ordre de ne jamais évoquer. Il savait si qu'elle viendrait, se dit Thatcher, la mâchoire contractée, le cœur frappant ses côtes. Il l'attendait. Il existe des dossiers que personne n'est censé lire, sauf la personne pour qui ils ont été enterrés. Thatcher était rentré chez lui, le visage marqué par l'angoisse. Assis dans la pénombre de sa cuisine, une tasse de café noir fumante devant lui, il fixait le mur sans vraiment le voir. L'évêque restait couché près de la porte, la tête relevée, les oreilles tendues, comme s'il sentait que quelque chose de grave se tramait. Le nom Rion tournait en boucle dans l'esprit de Thatcher tel un écho obsédant. Rion, une cellule fantôme, un projet clandestin qui, officiellement, n'avait jamais existé. Thatcher avait entendu des rumeurs lors de ses opérations antérieures. On disait que cette entité était née dans la fièvre sécuritaire post-11 septembre, financée par des budgets secrets, puis démantelée sans tambour ni trompette quand la presse avait découvert des bribes d'informations sulfureuses. Sauf que, visiblement, Rion n'avait jamais vraiment disparu. Les volets clos de la cuisine laissaient à peine filtrer la clarté de la lune. La seule source de lumière venait d'une lampe halogène au-dessus de l'évier, diffusant un halo pâle et incertain. Sur la table, posée à côté de la tasse, se trouvaient les maigres indices que Thatcher avait en sa possession. La lettre d'Hollis, un cliché granuleux montrant Marlowe à l'arrêt de bus et quelques notes manuscrites prises à la hâte après avoir visionné les bandes de vidéosurveillance de l'hôpital. « Alors c'est ça, Hollis !» murmura Thatcher. « Tu as pris quelque chose qui appartenait à Rion, et ils veulent tout récupérer.
Ta fille, maintenant, se retrouve au milieu d'un piège infernal. Il essaya de visualiser la scène. Marlo, victime de faux ambulanciers, enlevée sur un brancard sans qu'elle puisse protester. À en juger par son état de santé déjà précaire, ce devait être un kidnapping d'une précision quasi chirurgicale. Pas de lutte, pas de bruit, personne n'avait remarqué quoi que ce soit, hormis quelques images sur la bande vidéo montrant deux inconnus en tenue médicale. Thatcher porta machinalement la tasse à ses lèvres avant de la reposer aussitôt. Il n'avait aucun appétit, même pour du café. Bishop, allongé près de la porte d'entrée, poussa un léger gémissement. Il savait reconnaître l'odeur du stress chez son maître et les battements trop rapides de son cœur. « T'en fais pas, mon grand », souffla Thatcher, se forçant à se lever pour flatter la tête du Malinois. « On va la retrouver coûte que coûte. Mais par où commencer ?» Le système était peut-être vérolé de l'intérieur. Appeler ses supérieurs hiérarchiques relevait de la folie. S'il existait un risque que Rion ait infiltré l'aéroport, les forces de police ou même les services de renseignement. Thatcher ne pouvait se fier qu'à un cercle restreint de personnes. Il se souvenait avoir contacté un vieil informateur, Albie Crane, un ancien analyste de la NSA tombé dans la paranoïa et la clandestinité. Albie avait prouvé à plusieurs reprises qu'il était capable de mettre la main sur des documents ultra sensibles. Bien sûr, son côté conspirationniste le rendait parfois peu fiable. Mais s'il y avait une personne sur cette planète susceptible d'avoir des informations sur Rion et ses ramifications, c'était bien lui. Thatcher saisit son téléphone professionnel qu'il éteignit pour éviter d'être tracé. Puis il ouvrit un tiroir à double fond, récupéra un téléphone prépayé, son burner phone, qu'il gardait pour ce type de situation extrême. Il composa un numéro gardé en mémoire depuis longtemps. 2 sonneries, puis une voix grinçante, sur la défensive. « Je te l'avais dit, Thatcher, que cette journée finirait par arriver. Albie, pas un seul bonjour, aucune formule de politesse. Juste cette phrase énigmatique suivie d'un petit rire jaune. C'était à la fois exaspérant et presque réconfortant. « Albie, j'ai besoin de ton aide. Je m'en doutais. T'es pas là pour mes scones, je suppose. Rion. Ça te dit quelque chose ?» Un silence, puis un bruit de tapotement sur un clavier, comme si Albie vérifiait déjà ses fichiers. « Je vais te faire un topo, ramène-toi, j'ai un double fond plein de choses qui pourraient t'intéresser. Mais sache que si tu viens ici, tu resteras dans le noir le plus complet. Pas question de m'amener la moindre onde radio sur le dos. »« J'arrive », fit Thatcher sans hésiter. Il glissa un regard à Bishop qui était déjà debout, la tête penchée. Il était clair que le chien pressentait un départ imminent. « Ouais, toi aussi, tu viens ?» murmura Thatcher. Quelques minutes plus tard, il avait enfilé un blouson sombre, vérifié son arme, chargé le nécessaire dans une sacoche. Il quitta l'appartement d'un pas décidé, Bishop sur ses talons. Cette nuit-là, la route s'étirait devant lui, comme un serpent endormi sous la lumière blafarde de la lune. Il conduisit pendant 2 bonnes heures à travers un paysage de plus en plus rural. Les lumières de la ville cédaient la place aux silhouettes noires de forêts épaisses et de champs vides. Albie créchait loin de toute civilisation, dans un vieux mobile home retapé, truffé d'antennes et de panneaux solaires. L'endroit ressemblait à un camp de survivalistes ou à la planque d'un groupe clandestin. Quand Thatcher se gara enfin sur un terrain boueux, un unique lampadaire vacillant éclairait la façade délabrée d'un large mobile home. Des paraboles bricolées pendaient çà et là, et un écriteau improbable proclamait « Souriez, vous êtes déjà fichés. Ça lui ressemble tellement !» commenta Thatcher avec un demi-sourire triste en se rappelant l'excentricité légendaire d'Albie. Il s'approche de la porte, Bishop, d'abord hésitant, flaira la zone. Pas de danger immédiat. Thatcher frappa, 3 coups lents, puis 2 rapides, le loquet grinça et Albie apparut, pieds nus, en short et t-shirt arborant le slogan « Je ne me ferai pas confiance non plus ». « Entre » lâcha-t-il sans même le saluer. « J'espère que ton clébard n'a rien contre les chats, parce que j'en ai 3. »« T'es venu pour Rion, je présume » reprit Albie, en s'asseyant devant un écran qui affichait une pluie de lignes de code. « Je te préviens, c'est un sujet qui pique, même pour un parano de mon acabit. Je t'écoute. » Albie enfila alors de grosses lunettes de vue, grossissant son regard d'un air presque insectoïde. En pianotant sur un clavier brinque-ballant, il fit apparaître des dossiers cryptés. Rion, autrement connu sous le nom d'opération RAEON, une cellule noire qui servait de plaque tournante à des missions très inavouables. Il recrutait toutes sortes de mercenaires, d'ex-militaires, de scientifiques obscurs. Techniquement, ils ont été démantelés en 2011. Mais en vrai, ils ont migré vers d'autres strates administratives. Je n'ai jamais pu tracer toutes les ramifications, mais
Il s'interrompit, regardant Bishop qui tournait autour d'une des tours informatiques en reniflant. « Mais je sais qu'ils restent actifs. Si tu en entends parler, c'est que tu as mis le doigt dans un sacré nid de guêpes. Quelqu'un a probablement rouvert un dossier qu'il pensait enfoui. » Thatcher hocha la tête. « Hollis Rier. Oui, ce nom revient régulièrement dans les fragments de documents liés à Rion. J'ai repéré la trace d'un certain Rier, soldat décoré, lié à diverses opérations au Moyen-Orient. Puis tout à coup, plus rien, comme effacé. Exactement le genre de disparition qu'on associe à Rion. » Albie ouvrit un dossier nommé Ghost File, protégé par 2 mots de passe successifs. Puis un unique fichier vidéo apparut à l'écran marqué d'un simple titre « Enregistrement, interrogatoire ou MP4 ». Voilà la petite pépite que j'ai récupérée. Il y a un bail. Je ne l'ai partagé avec personne parce que, franchement, la dernière fois que j'ai tenté, mon réseau a été attaqué par des bots mystérieux et j'ai failli tout perdre. Il lança la vidéo. L'image était granuleuse, filmée par une caméra de surveillance ou un téléphone d'ancienne génération. La scène se situait dans une salle austère, mal éclairée. Au centre, un homme attaché à une chaise, le visage tuméfié, du sang séché sur ses vêtements. Même à travers la mauvaise résolution, Thatcher distingua Hollis. On l'interrogeait, une voix off, glaciale, exigeait « Dis-nous où tu l'as caché, ou ta fille disparaîtra ». Thatcher serra les poings. Ce qu'il revoyait à l'écran, c'était un homme brisé, mais déterminé, luttant contre la peur pour protéger quelqu'un qui lui était cher. « Elle est innocente », parvint à articuler Hollis dans un souffle, relevant la tête vers la caméra. « Vous ne la touchez pas ?»« Jamais ». Cette phrase résonna comme un coup de poignard dans la conscience de Thatcher. Hollis savait qu'il mettait sa fille en péril. Il était prêt à mourir plutôt que de céder. Lorsqu'Albie coupa la lecture, l'écran resta noir, comme si tout l'air avait quitté la pièce. Une lourde gravité retomba. « Maintenant, dis-moi, » fit Albie en croisant les bras. « Pourquoi tu recherches tout ça ? La fille d'Hollis, Marlowe, vient d'être enlevée. Elle portait sur elle une lettre de lui, qui fait allusion à des fichiers, des documents. Bref, quelque chose de précieux pour Rion. Il semblerait qu'il veuille l'avoir sous la main avant qu'elle ne réalise sa véritable valeur. » Albie acquiesça, l'air sombre. « C'est cohérent. Je vais fouiller dans mes archives. Pendant ce temps, tu ferais mieux de retrouver la trace de cette camionnette qui l'a emmenée. Je peux te donner un début de piste. » Thatcher décrocha un bref merci, partagea avec Albie les maigres données récoltées. Plaque d'immatriculation, heure, tronçon d'autoroute filmé par les caméras. Albie se mit au travail, ses doigts courant sur le clavier comme un pianiste dément. Quelques minutes plus tard, sur l'un des écrans, apparut une image satellite remontant la piste d'un véhicule correspondant à la description, arrivant près d'un vieux hangar militaire désaffecté, situé à 14 miles de la ville. « Curus Solutions » énonça Albie. « Une société écran liée à Rion, si mes informations sont bonnes. Voilà sans doute leur repère, ou du moins un relais. » Thatcher mémorisa mentalement l'itinéraire. Il n'avait qu'une seule solution, y aller sans alerter ses supérieurs. Car s'il y avait la moindre fuite, Marlowe disparaîtrait. Avant de partir, Thatcher eut un dernier échange de regards avec Albie. Le hacker posa une main sur l'épaule de Thatcher, ce qui n'était pas dans ses habitudes. « Fais gaffe à toi, vieux. Rion a la sale réputation de ne rien laisser au hasard. Il n'extrait pas des gens, il les efface. » Thatcher hocha la tête, la gorge sèche. « Je ne permettrai pas qu'il les fasse, elle, » déclara-t-il d'une voix sourde. Pas après avoir perdu Hollis. Sur ces mots, il s'éloigna du mobile home. Bishop sur ses talons, luttant contre le sentiment que le temps lui était compté. Au quartier général de la sécurité de l'aéroport, quelques heures plus tard, Thatcher mobilisa discrètement de modestes ressources. Il lui fallait des extraits de journaux de bord, des relevés de circulation, mais il devait se montrer prudent, pour ne pas faire de vagues. Après 6 heures d'investigation, il localisa la trace du fourgon identifié sur les caméras. Tout conduisait à un vieux dépôt militaire qui avait changé plusieurs fois de propriétaire avant d'aboutir sous la bannière de Curus Solutions. Cela confirmait les infos d'Albie. Le piège était posé et Marlowe en était l'appât. Thatcher ne pouvait pas agir à visage découvert. Il prit alors la décision la plus extrême, activer un contact de longue date, une opératrice clandestine connue pour opérer dans l'ombre. Elle s'appelait Cassandra Voss et Thatcher lui devait un sérieux service. Il sortit de sa poche le fameux téléphone prépayé et composa un code. Il fallut 2 sonneries avant qu'une voix féminine, à la tessiture grave, n'émerge. « T'es en retard, Thatcher. Je supposais que tu m'appellerais un jour. J'ai un job pour toi, Cassandra. » Extraction à haut risque, une cible à libérer. Et de qui s'agit-il ? Marlowe Ashford, c'est...
Une longue histoire, mais je n'ai pas le luxe de la raconter. Rion est dans le coup. Un léger silence, signe que Cassandra réalisait l'ampleur de la tâche. Envoie-moi les coordonnées, j'arriverai avec tout le silence qui est nécessaire. Quand l'appel prit fin, Thatcher laissa échapper un soupir chargé de tension. Cassandra n'était pas une tendre. Ancienne des forces spéciales, elle avait tourné le dos aux protocoles officiels pour se consacrer à des missions plus ou moins légales. Mais une chose était sûre, elle ne laissait jamais un allié dans la mouise. Surtout pas quand la vie d'un innocent était en jeu. Thatcher se prépara mentalement. Bishop, à ses côtés, paraissait sentir la gravité de la situation. Le chien fixait la porte, prêt à bondir au premier signe d'action. « On ne peut plus faire marche arrière », murmura Thatcher. « Maintenant, on fonce. » Il attrape son arme de service, glisse un gilet tactique sous son manteau civil et s'enquit d'un kit d'urgence. Il verrait sur place ce qui l'attendait, mais au fond de lui, il sentait déjà que la confrontation à venir serait brutale. Certains sauvetages ne figurent sur aucune carte. Ils existent sous forme de regrets. Le hangar se dressait à l'horizon, silhouette inerte dans la nuit noire. Cassandra Voss, vêtue de noir intégral, venait de rejoindre Thatcher. Elle portait un fusil à lunettes démonté dans un sac, ainsi que du matériel d'infiltration. Bishop la renifla avec méfiance, mais un rapide échange de signes apaisa le chien. Cassandra était là pour aider. Il était un peu plus de 2 heures du matin quand le groupe réduisit les derniers mètres à pied sous la lueur de la lune. Un garde se trouvait à l'arrière du bâtiment, fumant une cigarette de manière routinière. Cassandra estima qu'il se grillerait une clope toutes les 20 minutes. Idéal pour s'infiltrer en catimini. On rentre dès qu'il fait sa pause clope, chuchota Cassandra à Thatcher. Ce dernier hocha la tête. En dehors du froid qui mordait la peau, une tension viscérale les envahissait. Marlowe était quelque part à l'intérieur, sous la garde probable de plusieurs individus entraînés. À 2h13 précises, le garde ralluma une cigarette. Cassandra, Thatcher et Bishop se glissèrent dans un interstice déjà forcé sur un panneau latéral tordu que personne n'avait réparé. L'odeur des lieux était un mélange de métal, d'huile et d'humidité stagnante. À l'intérieur, l'obscurité était à peine ponctuée par quelques ampoules industrielles vacillantes. Bishop ouvrait la voie, reniflant l'air, guidé par une intuition presque surnaturelle. Ils progressèrent dans d'étroits couloirs encombrés de caisses empilées sans marquage. On pouvait percevoir au loin un son étouffé, comme une voix faible. « Elle est là », souffla Thatcher. Ils contournèrent plusieurs obstacles et parvinrent enfin devant une porte grillagée. En jetant un coup d'œil par la petite vitre, Thatcher distingua Marlowe, ligoté sur une chaise, le visage pâle, la bouche fendue. Elle tenait à peine les yeux ouverts, mais quand elle aperçut Thatcher, une lueur d'espoir traversa son regard. « Verrou magnétique », murmura Cassandra, examinant le boîtier. « Il va me falloir quelques secondes pour forcer ça. » À cet instant, Bishop émit un grognement bas. Des bruits de pas approchaient, 2 hommes en tenue sombre apparurent, l'un armé d'un silencieux, l'autre d'une matraque électrique. « Reculez de la porte », tonna le plus grand, la voix assurée, comme s'il avait répété cette phrase. Vous n'étiez pas censé la retrouver aussi vite. Thatcher ne cherchait pas à négocier. Les balles fusèrent. Cassandra, rapide, tira un coup dans la jambe du premier, le faisant chuter dans un cri étouffé. Bishop se rua sur le second, le renversant d'un bond et le désarmant avec une agilité redoutable. Thatcher, lui, frappa violemment l'homme le plus grand contre une caisse métallique. En quelques secondes, le silence retomba, pesant. Cassandra crocheta alors la serrure. La porte s'ouvrit dans un grincement. Marlowe, pantelante, leva les yeux vers Thatcher. Ses lèvres tremblèrent et sa voix s'éleva, minée par la fatigue. Il ne cessait de me demander un code, quelque chose que mon père m'aurait transmis, mais je n'en ai aucune idée. Thatcher l'aida à se lever, parlant doucement. Il croit que tu le détiens, même si tu n'en as pas conscience. Ils rebroussèrent chemin, Cassandra couvrant leurs arrières. Mais dans un recoin élevé, une petite caméra de sécurité pivotait, captant chaque instant. Dans une pièce de contrôle éloignée, un écran montra la fuite de Marlowe, escorté par Thatcher et Cassandra. La scène était observée par une silhouette féminine aux cheveux argentés, le regard aussi froid que le métal. Elle se pencha vers un micro, soufflant presque pour elle-même. Elle s'est réveillée, le protocole est enclenché. L'enfant se réveille, laissez-les courir. Nous ne faisons que commencer. Et un sourire carnassier éclaira ses traits, comme si la situation lui convenait parfaitement. Certains mystères ne se résolvent pas grâce aux vivants, mais grâce aux murmures de ceux qui se sont tus trop longtemps.
Dans la chambre d'un modeste motel, la tension tombait d'un cran. Marlowe, enveloppé dans une couverture élimée, sirotait de l'eau, le regard perdu dans le vide. Cassandra s'était assoupie dans un fauteuil, apparemment habituée aux siestes de circonstance. Bishop, exténué, était couché aux pieds de Marlowe, respirant profondément. Thatcher se tenait près de la fenêtre, observant la pluie qui ruisselait sur la vitre. La jeune femme brisa finalement le silence, d'une voix tremblotante. Je ne me souviens pas que ma mère m'ait jamais parlé de lui, de Hollis. Elle était tellement discrète, mutique. Elle gardait tout sous clé, au propre comme au figuré. Thatcher se retourna, la regardant avec compassion. « Tu penses que quelque chose est resté chez toi ?»« Oui, il y avait cette boîte en bois, le loquet cassé. Je n'avais pas le droit d'y toucher. Elle se trouvait dans un vieux piano qui ne servait plus, un héritage familial. Personne n'aurait pensé à le regarder. Mais la voix de Marlowe s'étrangla, comme si cette révélation faisait écho aux sévices qu'elle venait d'endurer. « Ça se trouve toujours dans mon appartement, je crois. Encore faudrait-il voir s'ils ne l'ont pas déjà fouillé, mais je doute qu'ils l'aient découverte. » Thatcher esquissa un hochement de tête. Il avait la certitude que les réponses se trouvaient là-bas. « Alors, on ira la chercher. D'abord, tu te reposes, ensuite, on filera récupérer cette boîte et on comprendra ce que ton père a vraiment laissé derrière lui. » Elle hocha la tête, resserrant la couverture autour de ses épaules. Quelque chose dans son regard semblait à la fois terrifié et déterminé, comme si elle venait de réaliser que toute sa vie n'était qu'un iceberg dont elle ignorait les fondations. À l'aube, Cassandra se réveilla en sursaut, l'arme au poing, par pur réflexe. Elle scanna la pièce, s'assura que Marlowe dormait enfin et que Thatcher montait encore la garde. Bishop releva la tête, puis reposa le museau sur ses pattes. « Je vais préparer de nouvelles identités », annonça Cassandra d'une voix morne. « Il faut qu'on puisse circuler sans nous faire repérer. » Dans la lumière naissante, on voyait clairement les cernes sous ses yeux, fruits de trop de nuits blanches et de missions extrêmes. Ensuite, on partira récupérer cette fameuse boîte, ajouta-t-elle. Thatcher posa un regard sur Marlowe, qui s'était assoupie, comme si elle puisait des forces après son calvaire. « Oui, on verra bien ce qu'on y trouvera », dit-il à mi-voix, incapable de chasser de son esprit le visage d'Hollis, et cette promesse implicite de ne jamais abandonner sa fille. Certains secrets sont plus à l'abri dans un piano muet que dans un coffre-fort blindé. C'est au petit matin, sous des identités toutes fraîches fournies par Cassandra, que la petite équipe se mit en route pour l'appartement de Marlowe. À première vue, il s'agissait d'un immeuble sans histoire, entouré de rubans jaunes indiquant qu'une investigation policière était en cours. Des débris de verre jonchaient le trottoir, signalant une vitre brisée. « Ils n'y sont pas allés de main morte », marmonna Thatcher en coupant le moteur de la voiture banalisée. La pluie froide et fine, typique de cette fin d'hiver, tombait sur la chaussée. Marlowe, assise à l'arrière, paraissait nerveuse, passant machinalement la main sur son ventre arrondi. Bishop, sur la banquette, scrutait les alentours à travers la vitre embuée. Cassandra, quant à elle, feuilletait sur son téléphone des faux dossiers de maintenance d'un réseau électrique, prétexte qu'ils utiliseraient si quelqu'un les interrogeait. « On entre, on récupère la boîte, on sort », résuma Cassandra le ton succinct. « Parfait, fit Thatcher. Marlowe, tu nous guideras. Et si tu sens la moindre anomalie, tu me fais signe. » La jeune femme hocha la tête, serrant les mâchoires pour masquer la peur qui la tenaillait. Après un bref instant de flottement, ils sortirent du véhicule. Dans le hall, un gardien usé par l'âge mâchouillait un cure-dent, s'agitant derrière un comptoir taché de café. Cassandra s'avança, arborant un badge fictif, l'air de quelqu'un qui avait l'habitude de se faire obéir. « Bonjour, nous sommes là pour vérifier les installations électriques après l'effraction. Sûrement des câbles sectionnés, lâcha-t-elle, adoptant un jargon technique improvisé mais suffisamment convaincant. Le gardien, à moitié endormi, haussa vaguement les épaules. Il leur ouvrit la porte menant aux escaliers sans même vérifier le pseudo-badge. Une chance ? Dans ce genre d'endroit, les gens voyaient défiler quantité d'intervenants et ne cherchaient pas trop à poser de questions. Marlowe les guida jusqu'au 3e étage. Le couloir puait le renfermer, comme si l'évacuation d'eau de l'immeuble n'avait pas été vérifiée depuis des lustres. Son appartement se trouvait au fond, avec la porte condamnée par un ruban jaune et un sceau indiquant « Zone sous enquête ». Ils ont tout mis sans dessus-dessous,
murmura Marlowe, en voyant à travers la porte entr'ouverte le bazar à l'intérieur. En effet, les tiroirs étaient renversés, des cadres photos fracassés gisaient au sol. Dans le séjour, le canapé avait été éventré, révélant la mousse interne. Une fine poussière planait, soulevée par leur arrivée. Bishop alla flairer les coins, reniflant ici et là, comme pour s'assurer qu'il n'y avait pas de présence hostile. Aucun bruit ne se fit entendre, si ce n'est le clapotis lointain d'une fuite d'eau dans l'évier de la cuisine. « Le piano est dans la chambre d'amis », indiqua Marlowe, contournant les débris d'un pas précautionneux. Elle ouvrit une porte à moitié défoncée, révélant une petite pièce encombrée d'objets hétéroclites. Là, sur un mur, se tenait un vieux piano droit, visiblement hors d'usage. Le vernis était craquelé et certaines touches en ivoire manquaient. « J'ai toujours pensé que ça ne valait pas la peine de le vendre », expliqua Marlowe en s'approchant. « C'était un souvenir de famille, un vestige du passé de ma mère. » Doucement, elle souleva le couvercle. Les cordes intérieures étaient rouillées, recouvertes d'une couche de poussière. Mais au fond, un compartiment semblait avoir été aménagé dans le bois, dissimulé par une plaque mal ajustée. Marlowe l'ôta avec délicatesse. Là, nichée parmi des feuillets et du tissu, se trouvait une boîte en bois à l'aspect vieilli. Le loquet, comme elle l'avait dit, était cassé. Marlowe la sortit et la posa sur un petit tabouret branlant, le cœur palpitant. « Je ne l'ai jamais ouverte, maman me l'interdisait. Elle disait que c'était trop dangereux. » Cassandra jeta un œil par-dessus son épaule, veillant à la sécurité alentour. Thatcher, lui, se rapprocha de Marlowe, la laissant prendre l'initiative. Avec une appréhension mêlée d'excitation, Marlowe souleva le couvercle de la boîte. À l'intérieur, plusieurs photographies en noir et blanc, légèrement jaunies, montraient sa mère Lena aux côtés d'Hollis. Il semblait heureux, rieur, debout, près d'un vieux 4x4 militaire. Sur d'autres clichés, on devinait un camp de base désertique, des uniformes, des sourires fatigués. Sous ces photos, des documents rédigés en farsi, ce qui pouvait corroborer le passé de Lena en tant que traductrice civile, ainsi qu'une cassette audio usée, étiquetée d'une écriture hésitante, pour elle quand elle sera prête. « C'est bien la voix de ma mère », souffla Marlowe. « Je reconnais son écriture. » Enfin, une petite bourse de velours attira leur attention. Marlowe l'ouvrit et en sortit une clé en laiton, ancienne et ouvragée, avec un numéro gravé 0471. « Il me semble avoir déjà aperçu ce numéro dans les affaires de ma mère, » murmura Marlowe. « Peut-être sur un papier ou sur un plan, je ne sais plus. » Thatcher s'empara de la clé, l'observant sous la lumière blafarde. Il avait la sensation qu'il s'agissait de quelque chose de crucial. « Ce n'est peut-être pas qu'une simple clé, » hasarda-t-il. « Ça pourrait être un numéro de coffre, une référence à un lieu ou un code de dépôt. Ou un casier de gare, suggéra Cassandra. On le découvre parfois dans ce genre de cas. » Marlowe prit la cassette. Ses mains tremblaient un peu. « Il faut qu'on l'écoute », déclara-t-elle, la gorge nouée. Le groupe s'accorda un signe de tête. Ils emportèrent de la boîte et refermèrent la pièce, afin de ne pas trop attirer l'attention. Mais avant de ressortir, Marlowe récupéra un modeste lecteur de cassettes qu'elle avait gardé, oublié dans un tiroir, vestige de son enfance. Fort heureusement, il ne semblait pas avoir été cassé par les intrus. « Allons-y, dit Thatcher, on écoutera tout ça en lieu sûr. » Le départ fut moins tendu que l'arrivée. Personne ne vint les déranger. Peut-être que Rion, persuadé d'avoir déjà fouillé les lieux, ne s'attendait pas à ce retour. Néanmoins, Thatcher ne relâcha pas sa vigilance, vérifiant souvent le rétroviseur sur le chemin du motel. De retour dans leur chambre exiguë, l'atmosphère était lourde d'attente. Cassandra s'était assurée qu'il n'y avait pas de micro caché. Bishop, après avoir reniflé les moindres recoins, s'était couché, sentant probablement qu'aucun danger immédiat ne rôdait. Marlowe inséra la cassette dans le vieux lecteur en appuyant sur le bouton « Play ». Au début, un grésillement saturé emplit la pièce, suivi d'un long silence. Puis une voix féminine apparut, douce, plus grave qu'on ne l'aurait imaginé. « Si tu entends ces mots, et ma chérie, c'est que tu es en danger. Je suis désolé. J'ai tout fait pour te protéger de lui, de la vérité. Mais tu étais voué à la découvrir tôt ou tard. » La gorge de Marlowe se serra. Cette voix, c'était bien celle de Lena, plus âgée que dans ses souvenirs. Peut-être avait-elle enregistré ce message peu de temps avant de mourir. « Hollis, ton père, était impliqué dans une opération qui le dépassait. Il n'a pas tout raconté, même à moi, mais il m'a mise en garde. Ce que je porte, ce que je transporte, n'est pas qu'à moi. Et ce que toi tu portes va bien au-delà de ton propre destin. »
Thatcher et Cassandra échangèrent un regard. On sentait le poids de chaque mot. « Je ne peux pas tout dévoiler ici. Cherche la clé. Elle t'ouvrira ce qui t'appartient de droit. Sache que certains tueurs sacrifieront leur âme pour t'empêcher de connaître la vérité. J'aurais aimé t'épargner ce fardeau. » Le ton de Lena se fit plus ému, chargé d'une tendresse infinie. « Pardonne-moi, je te laisse un chemin, un fil d'Ariane. Si tu suis ce que ton père a semé, tu trouveras des réponses. Mais sache-le, cette quête t'exposera à de grands périls. Tous ceux qui ont voulu jouer avec le feu de la connaissance s'y sont brûlés. Sauf Hollis, qui a préféré mourir en te sauvant. » Le message s'interrompit brusquement, remplacé par un souffle puis un long craquement. Il n'y avait visiblement rien d'autre sur la bande. Marlowe, les yeux embués, retira la cassette du lecteur. Un silence épais tomba sur le groupe, ponctué seulement par la respiration de Bishop. « Alors, maintenant on sait que ta mère, elle aussi savait, et qu'elle a essayé de te protéger, » murmura Thatcher. « C'est donc confirmé. Cette clé et ce numéro 047 sont primordiaux, renchérit Cassandra, relisant en pensée le code gravé. Marlowe cligna des yeux, essayant de refouler ses larmes. « Il y a quelque chose que j'ai déjà vu, dans les papiers de ma mère, un plan d'Arlington où figurait ce même chiffre 0471. Mais je ne me souviens plus précisément. Un coffre? Un vestiaire? Arlington? Releva Thatcher. Tu parles d'Arlington en Virginie? Je crois. Je ne vois pas d'autre Arlington qui aurait de l'importance pour ma mère. Un frisson parcourut l'échine de Cassandra. Arlington, le cimetière militaire le plus célèbre des États-Unis, le Pentagone pas loin, des administrations fédérales, et si c'est un coffre de banque ou un coffre de sécurité dans ce secteur, ça pourrait expliquer beaucoup de choses. Thatcher poussa un léger soupir. Donc, la prochaine étape, c'est Arlington. Pour voir ce que contient ce maudit coffre, acquiesça Marlowe, comme si elle s'exhortait à la détermination. Tous comprenaient que le voyage ne serait pas une sinécure. Il leur faudrait passer divers contrôles, se fondre dans la masse, éviter les radars de Rion. Mais il n'y avait pas d'alternative. Lena avait laissé trop d'indices pointant vers cet endroit. Il faudra partir rapidement, estima Cassandra. Parce que Rion, tôt ou tard, apprendra qu'on a exfiltré Marlowe et ils devineront la suite. Un silence. Puis Thatcher approuva. Alors on fera profil bas. Train peut-être. L'avion est à proscrire. Trop de vérification d'identité. Marlowe resserra la cassette contre elle, son esprit tourné vers ce message posthume de sa mère. « Je refuse de fuir encore. Si c'est ce qu'il faut pour comprendre l'héritage de mon père, alors allons-y. » Sous le grondement lointain de l'orage, certains voient leur peur s'amplifier, d'autres trouvent de la force d'avancer. Le voyage en train vers Arlington se déroula dans une atmosphère feutrée. Thatcher avait choisi un horaire peu fréquenté pour limiter les risques d'interpellation. Il portait une veste simple, des lunettes, sans correction, tentant de se dissimuler autant que possible. Cassandra s'était installée dans un wagon voisin, gardant un œil sur le couloir. Bishop reposait sous la banquette, invisible pour les autres passagers, hormis Marlowe qui posait parfois sa main sur le museau du chien pour le rassurer. Ils passèrent des heures à écouter le crissement monotone des rails, ponctué par la voix enregistrée annonçant les arrêts. Dans la voiture, la tension était palpable. Marlowe, assise entre Thatcher et la fenêtre, observait le paysage défiler. Des champs, des forêts, des banlieues, tout cela s'évanouissant derrière elle. Ses pensées l'emmenaient loin vers des bribes d'enfance, Lena qui souriait timidement, un vieil album photo qu'elle feuilletait certaines nuits, sans jamais parler d'Hollis. Et aujourd'hui, elle comprenait à quel point sa mère l'avait tenue à l'écart d'un monde hostile. Au bout de 6 heures, le train arriva à destination. Les nuages bas et gris soulignaient le caractère austère du centre-ville d'Arlington aux bâtiments officiels et aux façades administratives. « C'est là qu'on descend », lança Cassandra en rejoignant Thatcher et Marlowe sur le quai. Ils s'éloignèrent de la gare, évitant soigneusement les zones sous forte surveillance pour se diriger vers une banque dont l'architecture massive datait d'un autre siècle. Franchi le portail en laiton, ils pénétrèrent dans un hall au sol de marbre orné de grandes colonnes. Un réceptionniste au regard morne tapotait sur son clavier. « Oui, monsieur », commença-t-il avant de s'interrompre lorsqu'il vit la clé que Marlowe tenait entre ses doigts. Son attitude changea immédiatement, comme s'il avait reconnu le modèle de serrure ou la gravure. Le réceptionniste appela aussitôt le gestionnaire, un homme en costume bleu marine, qui vint en se présentant comme monsieur Lenton. « Je vous en prie, suivez-moi », dit-il d'un ton cordial, bien que son regard trahissait un brin d'inquiétude. Ils traversèrent un long couloir aux teintes grisâtres, éclairé par de froids néons, de part et d'autre des portes blindées. Finalement, Lenton s'arrêta devant une salle de coffre dotée d'un double mécanisme de verrouillage,
Coffre numéro 0471, c'est bien cela? Exact, confirma Marlowe, tentant de rester assuré. Le gestionnaire inséra sa clé dans le premier verrou, tandis que Marlowe introduisait la clé en laiton dans l'autre. La porte s'ouvrit dans un déclic, le tiroir coulissa dans un bruit métallique, révélant une épaisse enveloppe manille portant la mention « Eyes Only » et une petite montre de poche ancienne, dont l'aiguille tournait encore en un tic-tac discret. « C'est tout ?» s'étonna Thatcher, surpris de ne pas trouver de lingots ou de disques durs. Pourtant, cette modeste trouvaille n'avait rien d'anodin. Marlowe saisit l'enveloppe avec précaution, tandis que Thatcher prenait la montre de poche. Il en examina le couvercle ouvragé, remarquant des initiales gravées. Tout paraissait vieux, presque anachronique, mais toujours en état de marche. « Vous dites que personne n'a accédé à ce coffre depuis plus de 20 ans ?» demanda Cassandra perplexe. « En effet, madame, répondit M. Lenton. Il avait été scellé à la demande d'une certaine Lena V. Ashford. Sans instruction complémentaire, nous l'avons conservé. Personne n'est jamais venu avec la clé jusqu'à aujourd'hui. » Un battement de cœur irrégulier agita Marlowe. Sa mère avait donc déposé ces objets il y a fort longtemps, certaine qu'un jour, sa fille viendrait les récupérer. « Bien, je vous laisse », conclut poliment Lenton, refermant ensuite la salle de coffre. De retour dans le hall de la banque, le trio s'installa dans un coin discret pour jeter un premier coup d'œil à l'enveloppe. Ils l'ouvrirent. À l'intérieur, des documents frappés de sceaux militaires, certains en anglais, d'autres en farsi. S'ajoutaient des cartes géographiques, des photos de soldats posant dans le désert et une analyse ADN sous sachet plastique arborant un nom en haut de page, Marlowe C. Ashford. En lettres jaunes, surlignées, figurait la notation « Anomalie génétique détectée, profil correspondant au projet Helix ». « C'est quoi ce projet ?» s'étrangla Marlowe, la voix blanche. Cassandra pâlit en découvrant cette mention. « Helix ?» J'en ai entendu parler dans les couloirs de la DARPA quand j'étais encore militaire. Un programme de recherche en biotechnologie lancé dans les années 90, mais d'après ce que je sais, trop de cobayes ont disparu et le projet a été officiellement démantelé. Thatcher fronça les sourcils en scrutant la page. Tu veux dire que Marlowe aurait été un de ces cobayes ou le produit d'une expérience, corrigea Cassandra, le ton grave. Marlowe, hébété, serra plus fort l'analyse. Elle repensa soudain à des sensations étranges, ces derniers temps, comme si quelque chose en elle s'éveillait. Des souvenirs qui n'étaient pas les siens, des bribes d'émotions inconnues, avaient-elles été fabriquées ou sélectionnées? Sa mère n'était pas seulement une traductrice, Eolis pas seulement un soldat épris d'amour, ils avaient peut-être été des pions dans un jeu bien plus vaste. Ça veut dire que Helix était un programme qui manipulait la génétique pour en faire, quoi, des surhumains? Hasarda Thatcher, un nœud dans la gorge. Cassandra feuilleta rapidement d'autres pages où l'on parlait de sélection d'ADN prometteur, de contrôles environnementaux ou encore de monitoring dès la naissance. Il ne voulait pas forcément créer des super soldats. Peut-être qu'il cherchait à combiner des marqueurs d'intelligence, de résistance, de perception. Bref, à concevoir l'arme ultime, invisible et potentiellement programmable. Le visage de Marlowe se décomposa. Je suis né de ça ?» Thatcher posa une main rassurante sur son épaule. « Ta mère a tout fait pour te protéger. Elle ne t'a sûrement pas considéré comme une arme. Elle a dû te cacher la vérité pour t'éviter de finir sous les scalpels de gens comme Rion. » À ces mots, Marlowe ferma les yeux, effaré par les implications. Désormais, tout s'emboîtait. L'intérêt de Rion pour elle, l'obsession de certains pour ce code prétendument remis par Hollis. Sans doute un code lié au projet Helix ou à un protocole verrouillé. Helix n'a pas pris fin, il a juste changé de main, décréta Cassandra. Et c'est pour ça qu'ils la recherchent. Si elle représente la seule réussite viable, c'est un trésor pour eux. Un vertige traversa Marlowe, qui se raccrocha à la montre de poche. Cette dernière continuait son tic-tac imperturbable. Cette montre, pourquoi est-elle encore à l'heure? S'étonna Thatcher. C'est peut-être une sorte de mouchard, avança Cassandra, ou un gadget paramétré pour émettre un signal. On devrait faire examiner ça. Marlowe se contenta de la glisser dans son sac, décidé à ne pas la lâcher. L'heure figurait peut-être dans ses souvenirs, ou même dans un code caché. On devrait trouver un endroit tranquille pour analyser tout ça, suggéra Thatcher. Parce que si Rion est dans les parages, on n'a pas beaucoup de marge. Ils quittèrent la banque, laissant s'en éveil. Marlowe referma la main sur ses documents. Désormais, elle savait. Elle n'était pas qu'une femme enceinte au hasard. Elle était aussi la pièce maîtresse d'un puzzle appelé Projet Helix.
À l'abri dans un relais forestier, on peut fouiller la vérité cachée sans craindre les regards, en théorie. Dans la foulée, Cassandra contacta un ancien complice qui leur indiqua l'emplacement d'un vieux pavillon de garde forestier, inoccupé l'hiver venu dans les bois de Virginie occidentale. Isolé, éloigné des routes principales, c'était l'endroit parfait pour se poser et éplucher calmement la pile de documents. Le bâtiment, fait de rondins, laissait filtrer un courant d'air glacial. Ils allumèrent une modeste cheminée pendant que la pluie battait le toit de tôle. Sur une table en bois grossier, ils déployèrent les cartes, les rapports et surtout les fameux fichiers Helix. Cassandra procéda à un examen attentif, l'œil exercé. Regardez, des noms de code, 6A, 6B, 6C. Je parie que c'étaient des numéros de sujets. Et voici le tien, Marlowe, 6A05. Marlowe, assise, tentait de maîtriser son souffle. Thatcher se tenait à la fenêtre, bras croisés, réfléchissant. S'il y a 6A05, ça veut dire qu'il y a au moins 6 voire plus de personnes identifiées sous cette série 6A, déduisit-il. Ça pourrait expliquer beaucoup de disparitions, d'anomalies, de faux morts, songea Cassandra, faisant glisser son doigt sur des extraits de rapports. Marlowe releva la tête. « Vous pensez qu'il y a d'autres gens ? Comme moi ?» La voix de Cassandra, d'ordinaire si assurée, vacilla légèrement. « Oui, potentiellement, mais on ne sait pas dans quel état ils sont, ni s'ils ont été réveillés. » Thatcher acquiesça. « S'ils dorment encore, Rion veut peut-être les localiser. Ou au contraire, s'ils s'éveillent, il va se passer des choses imprévues. » Le feu crépitait dans la cheminée, projetant des ombres vacillantes sur les murs. L'esprit de Marlowe était en ébullition. Elle se souvenait de ses rêves, ou plutôt cauchemars, où elle voyait des gens qu'elle ne connaissait pas dans des situations étranges, comme si elle partageait des souvenirs ou des émotions. Elle avait cru devenir folle, mais maintenant elle soupçonnait qu'il s'agissait d'un lien. « Peut-être qu'on est connectés d'une certaine façon, murmura-t-elle. J'ai parfois l'impression de percevoir des pensées qui ne m'appartiennent pas. » Cassandra tourna la tête vers Bishop, qui était couché auprès de Marlowe. L'animal semblait fasciné par elle, presque télépathe. « Dans tes dossiers, il est indiqué une forte affinité avec les canidés, » lut-elle à voix haute. « Lien canin accru. C'est plus qu'un simple don. Il t'aurait fabriqué pour avoir ces aptitudes ?» La jeune femme passa la main dans le pelage de Bishop, pensive. « Je ne veux pas être fabriquée. » Lâcha-t-elle, amère. « Je suis moi, c'est tout. Je ne suis pas un monstre, ni un jouet scientifique. » « Bien sûr que non, » murmura Thatcher, posant une main rassurante sur son épaule. « Mais eux te voient autrement et c'est justement pour ça qu'on va se battre. » Cassandra continua à déplucher les feuillets. « Tenez, j'ai trouvé une annotation au stylo, sans doute écrite par Hollis ou Lena. Docteur Julian Crest. » Elle cita quelques mots griffonnés sur la marge. « DARPA, mort en 2012, mort ou disparu, » traduisit Thatcher. « Exact, tout comme Rion, soi-disant dissous. Il est peut-être toujours actif quelque part. » Marlowe se redressa. Marlowe sentit son estomac se nouer. Elle n'était donc pas seule. Et ceux ou ces autres sujets couraient un danger immédiat. « On ne peut pas laisser faire ça, » lâcha-t-elle, le regard rempli de culpabilité. « On ne sait même pas où il se trouve, » répondit Thatcher, résigné. « Si, » coupa Cassandra, montrant l'écran de son téléphone où clignotait un ensemble de coordonnées. « Ils ont mentionné Silver Pine, Oregon. Il y a un fort enneigement là-bas. Probable qu'ils essaient de le cueillir avant qu'ils ne réagissent. » Le feu de la cheminée crépita comme un reflet de la tension soudaine. Marlowe se mit à respirer plus vite, sentant une sensation d'oppression dans sa tête. Une pression comme si quelqu'un, quelque part, l'appelait ou hurlait dans le silence. « Je crois que je ressens quelque chose, » murmura-t-elle, les yeux écarquillés. Une peur, un appel au secours. Thatcher et Cassandra se regardèrent. « En clair, tu captes son stress comme un écho télépathique, » déduisit Cassandra. Ça doit faire partie de ce fichu lien neuronal du projet Helix. Marlowe serra les poings, luttant pour contrôler ce flot d'émotions étrangères. On ne peut pas l'abandonner. Il subit peut-être le même cauchemar que moi. Et nous, on doit également trouver Crest pour stopper tout ça. On ne peut pas se disperser, objecta Thatcher, luttant contre sa compassion. On n'a pas le choix, Thatcher, tranche Cassandra. Si Rion récupère tous les sujets un à un, Marlowe ne sera jamais en sécurité. Et s'il y a un lien psychique entre eux, c'est un atout ou un danger supplémentaire. Thatcher expira lentement. Il devinait ce que Marlowe désirait, voler au secours de ce mystérieux autre, quitte à risquer de tomber dans un piège. Mais l'idée n'était pas forcément absurde.
S'unir avec d'autres sujets, Helix renforcerait leur cause et enlèverait à Rion l'avantage d'isoler leur cible. Bien, on va à Silver Pine, mais on doit faire vite. Ensuite, on se concentrera sur Crest. Marlowe acquiesça, la mâchoire contractée, déjà mentalement prête à affronter la neige et les agents de Rion. Bishop, comme devinant l'imminence du départ, se releva et s'ébroua. « On part au lever du jour », conclut Cassandra. « Reposez-vous quelques heures, on aura besoin de toutes nos forces. » Le silence retomba, ponctué par le bruit de la pluie sur le toit. Dans l'âtre, les braises rougeoyaient. Marlowe, le regard rivé sur ces flammes, ne put s'empêcher de songer à ce qu'elle découvrirait là-bas. Une âme semblable à la sienne, un autre enfant d'un projet cauchemardesque. Et au fond d'elle, elle sentait le feu d'une détermination nouvelle. Car si Hollis et Lena l'avaient conçue pour survivre, elle avait désormais le devoir d'honorer ce sacrifice. La route jusqu'à Silver Pines, dans l'Oregon, fut une épreuve. Thatcher, Cassandra, Marlowe et Bishop traversèrent des paysages enneigés, leurs documents d'identité falsifiés sous la main, évitant chaque point de contrôle. La jeune femme, souvent perdue dans de mystérieuses sensations, avait la certitude grandissante qu'une présence, un autre sujet, Helix, l'appelait en silence. En arrivant dans le bourg, ils ne trouvèrent qu'une ville exsangue, routes gelées, fenêtres closes, des habitants pressés, fuyants. Ils découvrirent assez vite que Kane Ward, adolescent recueilli par un oncle militaire, avait récemment fugué. Les bruits de couloirs évoquaient des cris nocturnes, un nez qui saignait et un comportement troublé, comme s'il pressentait lui aussi le danger. Un soir, dans la forêt enneigée, près de Scranton, Marlowe ressentit une vague de terreur. Cassandra arrêta le véhicule en bordure de piste. Sans hésiter, Bishop bondit hors de la voiture comme s'il captait la même détresse. Marlowe et Thatcher le suivirent en courant. Les arbres se resserraient, la neige crissait sous leurs pas. Soudain, ils aperçurent Ken, tremblant, acculé par 3 agents de Rion en tenue tactique. La scène explosa en violence. Bishop s'élança, neutralisant un premier homme. Cassandra tira sur le second, le blessant à la jambe. Thatcher neutralisa le 3e d'un coup sec, tandis que Marlowe entraînait Kane à couvert derrière un tronc renversé. « Tu es réel », murmura-t-il, effaré. « Je te vois dans ma tête depuis des années. » Il était en état de choc, du sang maculant ses vêtements. Les hommes de Rion, dépassés, battirent en retraite, mais pas avant d'avoir lancé un message d'alerte. Ken regarda Marlowe comme on fixe un mirage. « Tu m'as sauvé la vie. » Marlowe sentit son propre cœur battre à l'unisson de celui du garçon. Quelque chose d'étrange les unissait. C'était comme si un code génétique commun résonnait, 2 pièces d'un même puzzle. De retour au SUV, Ken, son sac sur les genoux, raconta des bribes. Il avait trouvé chez son oncle des dossiers médicaux le qualifiant de 6 à 02. Depuis, il fuyait. Chaque nuit, il rêvait d'une jeune femme enceinte sans savoir qui elle était. Marlowe lui apprit qu'ils étaient tous deux issus du projet Helix, sans qu'il l'ait choisi. Ken confirma que les hommes de Rion l'avaient harcelé, clamant qu'il détenait un code. Il disait que toi, 6 à 05, était aussi une clé. Thatcher et Cassandra échangèrent un regard. Ça se répétait. Rion voulait absolument ces codes enfouis dans la mémoire de chaque sujet Helix. Si tous s'éveillaient, tout le programme ressurgirait. Plus tard, dans un chalet de fortune, Marlowe et Cain s'isolèrent. Un phénomène déroutant s'amorça. Quand ils se concentraient, ils percevaient fugitivement d'autres présences, d'autres fragments de conscience. Comme si une toile mentale liait plusieurs enfants Helix. Thatcher, quant à lui, a appris par Albie qu'un certain docteur Julian Crest, officiellement décédé, se trouvait dans un centre de réhabilitation suspect, en plein désert de l'Arizona, un lieu truffé de gardes et de caméras. On part le trouver, trancha Cassandra, l'œil décidé. Il doit nous dire pourquoi Helix continue. D'abord, on doit s'assurer que Kane est en sûreté, insista Marlowe. Mais Kane refusa de se séparer d'eux. Il préférait fuir avec cette famille improvisée, seul espoir d'échapper aux griffes de Rion. Ils gagnèrent l'Arizona, franchissant de nuit les abords d'un complexe à l'allure de clinique huppée, perdu dans les dunes. D'après Albie, le docteur Crest y vivait sous haute protection. À minuit passé, Cassandra crocheta une bouche de ventilation pour s'infiltrer dans les sous-sols. Ils progressèrent en silence, l'air sentant le désinfectant et l'électricité statique. Au détour d'un couloir, ils tombèrent nez à nez avec le docteur Crest. Un scientifique aux tempes grisonnantes, au regard fatigué, qui ne s'enfuit pas. Il les attendait presque. « Vous êtes en avance » lâcha-t-il. La phase 2 ne devait pas démarrer si tôt. « Qui es-tu » Son attention s'adressa directement à Marlowe.
Elle, le cœur battant, questionna « Pourquoi moi? Pourquoi ma mère ?» D'une voix lasse, Crest répondit « Parce que tu portais les marqueurs génétiques les plus aboutis. Tu étais notre seul succès stable. » Elix n'était qu'une étape, et les autres sujets, il n'acheva pas. Une explosion ébranla le couloir, retentissant dans tout le bâtiment. L'alerte fut donnée, la lumière vira au rouge, des portes de sécurité se fermèrent, isolant peu à peu les couloirs. Crest eut un rictus amer. « Vous vouliez la vérité ? Maintenant, ils feront en sorte que vous ne repartiez pas. » Il désigna une issue de secours qui menait à un tunnel. Cassandra l'attrapa par le bras. « Tu viens avec nous ?» Mais Crest, livide, secoua la tête. « Je n'étais pas censé survivre. C'est elle la clé, pas moi. » Marlowe sentit un vertige, comme un afflux soudain de souvenirs. Elle visualisa mentalement un plan du complexe, un raccourci vers une zone de refroidissement désaffectée. Ces images n'étaient pas les siennes, et pourtant, « Par ici !» s'exclama-t-elle, entraînant tout le monde dans une fuite chaotique. Tandis qu'ils couraient, ils entendaient derrière eux les tirs de soldats rions. Ken, encore sous le choc, serrait les dents, Bishop aboyant pour les pousser à accélérer. Ils forcèrent une porte soudée. Marlowe effleura le panneau de contrôle comme guidé par une mémoire codée. Le loquet céda. Un couloir déboucha sur l'extérieur, un ravin desséché dissimulé derrière le complexe. Pas de temps à perdre, somma Thatcher. Ils sautèrent dans un vieux van réquisitionné sur place. À l'intérieur, Ken tenait Marlowe à bout de souffle. Cassandra, au volant, fonça sur une piste sablonneuse, Thatcher couvrant l'arrière depuis la portière coulissante. Des balles sifflaient, mais ils parvinrent à semer leurs poursuivants. Marlowe, encore tremblante, serrait contre elle la montre de poche qu'elle avait récupérée du coffre. Elle marquait un tic-tac, précis. À cet instant, un faible message apparut sur un ordinateur embarqué, sans qu'aucun câble ne soit branché. Un écran noir, quelques mots, « Elix, phase 2, activation confirmée ». Le visage de Marlowe s'assombrit. Elle comprit qu'elle transmettait désormais, qu'un protocole l'avait reconnue comme opérationnelle. Rion allait redoubler d'efforts pour la traquer, elle et les autres sujets. Dans un motel reculé, Marlowe, Ken, Thatcher, Cassandra et Bishop se remirent péniblement. Marlowe prit la parole, le regard fixé sur la montre et ses documents. « C'est fini, la fuite. Je crois qu'on doit contrecarrer leur plan en entier. Retrouver les autres avant qu'ils ne soient activés ou capturés. On sera plus forts unis. » Qu'un encore secoué, opina. Il sentait lui aussi un appel. D'autres sujets se réveillaient aux quatre coins du pays. Et Rion, ressuscité, voulait en faire des armes ou les anéantir. Alors on passe à l'offensive, trancha Cassandra. Oui, ajouta Thatcher, serrant Marlowe contre lui. On ne peut plus laisser Rion avancer ses pions dans l'ombre. Que tu sois conçu ou non, tu as le droit de choisir ta destinée. Marlowe plaça la montre de poche dans la paume de Quin. L'aiguille continuait son tic-tac implacable comme un compte à rebours. C'est un symbole, Kane. Nous n'obéirons plus à leur programme secret. On va trouver les autres et on mettra un terme à Elix. Au loin, le soleil se levait sur un paysage désertique, tandis que le van reprenait la route. Déjà Marlowe percevait mentalement 3 signaux distincts, quelque part dans le pays, et elle se promit de ne pas les abandonner. Dans un chalet isolé du New Hampshire, l'équipe se réunit pour la dernière étape, localiser les 3 sujets Elix restants. Marlowe, Cain, Cassandra, Thatcher et Bishop s'organisent. La carte affiche 3 points clignotants déduits à partir des fragments cryptés que Cassandra a interceptés et des visions partagées par Marlowe et Cain. Ils ont déjà commencé l'activation, explique Cassandra en pointant du doigt l'écran. Rion compte soit les enrôler, soit les éliminer avant qu'on ne les rejoigne. Alors on bouge, tranche Thatcher, on fait équipe. On les retrouve et on détruit les données de Rion une bonne fois pour toutes. Marlowe sent une espèce de pulsation mentale, l'écho des autres. Elle ferme les yeux, son ventre arrondi trahit la vie en elle, mais aussi la détermination. Plus question de céder. 3 opérations discrètes s'enchaînent. Caroline du Nord, première cible, une femme nommée Aïcha, 6 à 03, capturée dans un entrepôt. Le petit groupe parvient à la libérer, évitant de justesse l'assaut d'agents Rion. Aïcha, sous le choc, reconnaît en Marlowe un visage vu en rêve. Kansas. Ils secourent un homme discret, Ravi, 6 à 04, qui ignorait tout de ses origines. Sa famille adoptive fut menacée, il accepte de les suivre. Rion déploie un hélicoptère, mais Cassandra, redoutable au maniement d'armes, parvient à le repousser. Utah, dernier sujet, Sophia, 6 à 06. Marlowe et Ken la retrouvent enfermée dans une clinique psychiatrique. Sophia est déjà en plein éveil. Son esprit brasse des bribes de souvenirs collectifs.
Libérée, elle exprime une gratitude profonde, reconnaissant en Marlowe la source. Désormais, ils sont 5. Marlowe, Caïn, Aïcha, Ravi et Sophia, tous reliés par ce même code Helix. Leur rencontre scelle une solidarité inédite. Loin d'être des armes, ils décident de lutter ensemble contre Rion. La base finale de Rion se dresse dans les collines de Caroline du Nord, ancien complexe militaire reconverti. Il reste au sujet Helix à se confronter à leur créateur. Thatcher, Cassandra et Bishop coordonnent l'assaut. Marlowe, tenant la main de Kane, s'avance, déterminé à mener la charge. Ils n'ont plus le monopole de nos gènes ni de notre destin, lance-t-elle, le regard flamboyant. L'infiltration tourne vite à l'attaque frontale car Rion, prévenu, déploie un arsenal. Une bataille éclate. Aïcha neutralise les systèmes de surveillance, son cerveau assimilant d'étranges protocoles informatiques comme s'ils lui appartenaient. Ravi démontre une force et une rapidité hors normes, affrontant plusieurs agents avec une efficacité stupéfiante. Sophia anticipe les mouvements adverses, comme si ses sens lui révélaient l'instant futur. Ken protège Marlowe, déployant d'étranges réflexes défensifs, peut-être un sens kinesthésique développé. Marlowe, porté par une conscience collective, semble déchiffrer les codes de sécurité, ouvrant des sas scellés. Cassandra et Thatcher progressent à travers les couloirs, couvrant les arrières, Bishop prêt à attaquer si besoin. Les balles fusent, les alarmes résonnent. Pourtant, l'impressionnante complémentarité des sujets Helix fait la différence. Au centre névralgique, un imposant serveur occupe tout l'espace. C'est la mémoire centrale de Rion, recelant les informations sur Helix, les identités, les manipulations. Les câbles pulsent d'une lumière blafarde comme si un cœur monstrueux alimentait cet édifice. Marlowe, haletante, relit la phrase de Hollis dans sa mémoire. « Protégez ma fille, et que tout ce qu'ils ont volé ne détruise pas d'autres vies. » Elle insère le dernier code, celui qu'elle et Ken gardent inconsciemment dans le terminal de commande. Phase 2, purge totale, confirme-t-elle d'une voix ferme, appuyant sur la touche fatidique. Immédiatement, les écrans s'éteignent, puis un gigantesque processus d'effacement démarre, balayant les serveurs. Les renseignements et les archives disparaissent en un déluge électronique. Les soldats de Rion, désorientés, n'ont plus d'instructions cohérentes. « C'est fini », murmure Marlowe, sentant la tension retomber. Un ultime feu nourri éclate, mais Cassandra et Thatcher ripostent, forçant les derniers agents à la fuite. Le silence revient, ponctué d'étincelles émanant des serveurs grillés. À l'extérieur, à l'aube, les 5 sujets Helix contemplent la fumée qui s'échappe du complexe. Ils ne sont plus des fugitifs isolés, mais un groupe décidé à se forger leur propre avenir. « On est libre », déclare Aïcha, les larmes aux yeux. « Oui, libérés de cette cage », ajoute Ravi, bouleversé. Marlowe, épuisé, se tourne vers Thatcher et Cassandra. Bishop, le pelage couvert de poussière, se frotte contre elle comme pour la féliciter. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demande Caïn. « On vit » répond Marlowe, la voix émue, sans plus jamais être le projet de quelqu'un d'autre. Le jour se lève, illuminant leurs silhouettes. Les anciens documents d'Helix sont détruits, Rion décimé ou en fuite. Bien sûr, des résidus de cette organisation pourraient subsister. Mais l'opération la plus dangereuse vient d'être éradiquée. Les sujets Helix partent ensemble, conscients que leurs capacités doivent être employées pour choisir leur propre voie. Thatcher, Cassandra et Bishop les regardent s'éloigner. Dans la poche de Marlowe, la montre de poche oscille toujours, égrenant un temps qui lui appartient désormais. Quelques mois plus tard, dans une petite maison de campagne à l'abri des regards, Marlowe sourit en tenant dans ses bras un nourrisson au regard vif. Kane est là, apportant des provisions. Aïcha et Sophia discutent autour d'une vieille carte, cherchant peut-être d'autres survivants Helix. Ravi, lui, répare le toit. Sur le perron, Thatcher et Cassandra sirotent d'un café, veillant à la sécurité du groupe, tandis que Bishop gambade dans le jardin. Tous ont trouvé un semblant de paix. Car plus que les gènes, plus que l'héritage d'Helix, ce sont les choix qui définissent ce qu'ils deviendront. Et comme le disait Hollis, on ne naît pas pour obéir, on est pour décider. J'espère que cette histoire vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires comme celle-ci. N'oubliez pas de laisser un like et de nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'histoire. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.